Nous faisons actuellement voler des drones vers des cibles de très grande valeur des forces aérospatiales russes. Ça ne peut qu'être intéressant. Le 31 mai 2026, nous sommes dans la 5e année et au 98e jour depuis le début de l'invasion à grande échelle. Bienvenue, je vous retrouve pour le point de situation. Excusez-moi d'avance, ma voix est un peu cassée. J'ai vraiment très mal à la gorge, mais je vais quand même finir rapidement cette vidéo pour vous. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons un camouflage très intéressant. Nous allons aussi jeter un petit coup d'œil à la documentation du PAD. Ce que nous allons également revoir, ce sont des attaques qui se font fortement sentir. Bien sûr, il s'agit d'attaques sur la route logistique que nous suivons déjà depuis une semaine. Et ce que nous allons aussi examiner, ce sont des attaques intéressantes contre des avions. Et pas n'importe lesquels, mais des avions très particuliers. Pendant la Première Guerre mondiale, des navires étaient mis-peints de motifs géométriques voyants, de rayures et de contrastes, une technique appelée camouflage dazzle. L'objectif n'était évidemment pas de devenir moins visible, mais de compliquer l'estimation de la trajectoire, de la vitesse et de la distance pour les commandants de sous-marins. Car ces données étaient nécessaires pour calculer l'angle d'anticipation de la torpille. Imaginez cela comme lors d'un ball trap. Là aussi, on ne tire pas directement sur la cible volante, sinon on la manquerait, mais un peu en avant, pour que la balle atteigne sa cible en vol. En réalité, cela a partiellement fonctionné. Lorsqu'on regardait à travers un périscope et qu'il fallait calculer une solution de tir en quelques secondes, cette illusion d'optique pouvait entraîner des erreurs plus facilement, car il était plus difficile de distinguer les bords nets qu'il fallait pourtant voir pour pouvoir estimer le navire, sa position et sa taille. Près de 110 ans plus tard, il semble que quelqu'un dans l'Ukraine occupée ait eu la même idée d'appliquer ce concept à un camion militaire russe. Je ne suis cependant pas sûr qu'un camouflage développé pour des observateurs humains à travers un périscope par forte houle ait le même effet contre les caméras thermiques modernes, les dispositifs de vision nocturne, les drones de reconnaissance et la détection de cibles assistées par l'IA. Bien sûr que non, car les pilotes de drones ukrainiens identifient généralement leurs cibles non pas grâce à la peinture, mais à la signature thermique, à la forme du véhicule, ou tout simplement parce qu'un camion circule sur une route d'approvisionnement. Par ailleurs, il n'est plus nécessaire aujourd'hui de anticiper la visée, car on peut à tout moment rediriger un drone, de sorte que le pilote effectue l'approche à l'instinct et non selon un calcul. Au final, la peinture voyante a même l'effet inverse. Alors que des véhicules ordinaires peuvent encore se camoufler dans la végétation dense ou sur le bord de la route, s'il y a de la forêt à cet endroit. Ou alors ils attirent simplement moins l'attention. Mais ici, cela révèle clairement sa propre position si on peint le véhicule de cette façon. Comment se passe vraiment l'offensive d'été russe ? On n'en entend presque pas parler et la carte montre à peine des changements. Selon les rapports récents, on se trouve généralement ici, le long de l'importante route d'approvisionnement. Oui, ou quelque part ici dans la région en Russie, quand ports ou navires sont attaqués. Mais sur le front, il se passe peu de choses, même s'il se passe quelque chose. Voici un aperçu de la situation sur le front. La Russie concentre toujours ses attaques sur les dernières grandes défenses ukrainiennes du Donbass, sans percée opérationnelle majeure pour l'instant. Même l'offensive de printemps en cours met certes les troupes ukrainiennes sous pression, mais elle ne se déroule pas comme beaucoup d'observateurs russes l'avaient encore prévu il y a quelques mois. L'Ukraine profite de plus en plus de la situation pour mener de petites contre-attaques limitées ou des contre-attaques le long du front. De telles actions ont récemment été observées à Stepnoïrs, dans la région de Pokrovsk et bien sûr aussi à Komar. Ce n'est pas une avancée majeure sur des kilomètres, mais une reprise de position perdue. Ensuite, il s'agit de renforcer à nouveau la défense en profondeur, d'occuper des terrains favorables ou d'exploiter les faiblesses russes. Dans les zones où l'approvisionnement et la logistique posent déjà problème, de petits congains territoriaux peuvent avoir un impact significatif. Dans la région de Komar, on ne peut par exemple pas parler d'une reconquête complète. Les récentes avancées ukrainiennes prouvent que la Russie ne contrôle pas tous les secteurs du front. Parallèlement, de plus en plus d'indices montrent que l'armée russe doit de plus en plus concentrer ses forces disponibles sur des points focaux soigneusement sélectionnés. Les axes principaux restent bien fournis en hommes et matériel, tandis que d'autres secteurs semblent délaissés, ce qui pourrait expliquer pourquoi les contractions ukrainiennes réussissent plus souvent ces derniers temps. L'importance croissante des unités de drones ukrainiennes s'ajoute. Qu'il s'agisse des voies d'approvisionnement, des véhicules ou des structures de commandement, la pression sur la logistique russe à l'arrière s'intensifie. Pris dans son ensemble, cela donne donc une image où la Russie continue certes d'attaquer, mais où l'Ukraine trouve de plus en plus de possibilités de marquer elle-même des points localement. Au final, aucune des deux parties ne gagne réellement plus de terrain qu'elle n'en perd.
Des sources russes rapportent désormais une utilisation accrue de systèmes basés sur des drones par l'Ukraine. Et ici, nous parlons surtout de mines déployées à distance. Dans ce cas, les mines ne sont pas posées directement sur le front, mais parfois à 100 ou 150 km derrière les lignes russes. Et c'est précisément là que cela touche surtout la route d'approvisionnement importante que nous voyons ici, donc en provenance du territoire russe. Ensuite, nous avons aussi Mariupol, puis plus au nord, en direction de Donetsk. Et ce que nous voyons aussi, c'est la route de Mariupol vers Mélitopol, avec une connexion vers la Crimée par cette route jaune ici, qui deviendra très intéressante par la suite. Nous avons déjà étudié les mines l'an dernier dans le point de situation, mais c'est la première fois que nous voyons le système de largage. En effet, un système très spécial est utilisé, qui peut transporter entre 10 et 48 mines selon la variante. Après le largage, elles s'activent automatiquement, réagissent aux vibrations et restent actives pendant environ 90 jours avant de s'autodétruire. Ainsi, l'Ukraine élargit encore ses moyens. Jusqu'ici, les attaques ciblaient surtout camions-citernes, camions militaires, dépôts et liaisons ferroviaires. Désormais, les routes d'approvisionnement majeures peuvent être fortement minées, sans présence de forces spéciales ou d'artillerie à proximité. Cela crée un problème désagréable, notamment pour la logistique russe. Une route n'a pas besoin d'être surveillée en permanence pour devenir inutilisable. Il suffit déjà que les conducteurs doivent s'attendre à tout moment à tomber sur une mine fraîchement posée. Dans ce cas, des véhicules de déminage seront nécessaires, les transports seront retardés et des sections entières pourront être temporairement fermées. Il est surtout remarquable de voir combien de tâches l'Ukraine accomplit désormais à l'aide de drones. Reconnaissance, attaque, pose de mines, logistique, défense aérienne et même chasse à d'autres drones. De plus en plus de capacités sont désormais assurées par des systèmes sans pilote. Les attaques de la semaine dernière se font à nouveau sentir. Les Ukrainiens annoncent avoir détruit entre 300 et 500 véhicules russes au cours des derniers séjours. La majorité sont détruits ici, sur cette route clé. Aujourd'hui, le nombre était bien plus élevé. Nous assistons ici à une vague d'attaques incroyables contre la logistique russe qui finira tôt ou tard par avoir des répercussions sur le front. Mais avant que l'armée ne souffre, ce sont toujours d'abord les civils qui en pâtissent. Car en Crimée, on voit à nouveau se former des files de plusieurs kilomètres devant les stations-service. De nombreux conducteurs essaient de faire le plein, tandis que certaines stations ne distribuent plus que des quantités limitées ou ne peuvent parfois plus vendre de carburant du tout. Ces images rappellent les pénuries passées sur la péninsule. Hier comme aujourd'hui, c'est surtout l'incertitude qui pèse sur le système. Dès que des informations sur une pénurie se répandent, de nombreuses personnes essaient en même temps de remplir leurs réservoirs, ce qui aggrave encore la situation. C'était similaire lors de la crise du papier toilette pendant le Covid, pour mieux illustrer la situation. À quel point la situation est-elle grave en Crimée ? En résumé, Fighter Bomber, le blogueur russe Zé bien connu, l'a très bien expliqué. Il en conclut que l'approvisionnement en carburant en Crimée échoue actuellement à plusieurs endroits en même temps, et cela indépendamment des attaques ukrainiennes contre la voie d'approvisionnement terrestre. Le transport de carburant par train sur le pont de Kertch est désormais très limité après les attaques. Beaucoup de propriétaires de wagons-citernes ne les mettent pas à disposition. Ils sont généralement loués, car non assurés contre les dommages de guerre. Aucun des 3 ferries ferroviaires n'est en service. Un nouveau ferry pourrait reprendre en septembre au plus tôt, mais il manque aussi de personnel. Le port ferroviaire est saturé et bloqué. Pour les ferries automobiles, l'attente peut atteindre 5 jours. Beaucoup de chauffeurs de camions-citernes refusent de traverser les zones occupées. Des rapports indiquent déjà que les premiers conducteurs qui devaient bétaler en Crimée ont fait demi-tour et sont repartis. Le risque d'attaque de drones est jugé trop élevé, comme l'indique le rapport de situation répété ces derniers jours. Sans assurance, les transporteurs ne suivent plus. Il n'est donc pas nécessaire d'être constamment présent avec des drones. Il suffit simplement de montrer qu'une attaque pourrait avoir lieu à tout moment et qu'elle coûterait très cher. Même des paiements plus élevés ne devraient rien changer. Les entreprises privées en Crimée n'osent plus constituer de grandes réserves de carburant, car les entrepôts sont souvent attaqués, augmentant fortement le risque économique. Les assurances ne couvrent plus du tout bon nombre de ces risques. Selon la chaîne, la situation ne peut donc pratiquement plus être résolue par le marché. Sans intervention de l'État ou transport sécurisé par l'armée, l'approvisionnement ici devient très difficile. À Saratov, la raffinerie locale continue de brûler après les dernières attaques. Sur les images, on peut distinguer au moins 3 foyers d'incendie distincts. De grandes colonnes de fumée noire s'élèvent au-dessus du site, visibles déjà de loin. Les incendies ne semblent pas se limiter à une seule zone de l'installation.
Plusieurs parties de l'installation ou points d'infrastructure pourraient être affectés. Saratov est l'un des principaux sites de raffinage de la Russie sur la Volga. Les attaques contre de telles installations ne visent pas seulement la production de carburant elle-même, mais touchent souvent ici des capacités de stockage, des installations de chargement ou encore des parties de l'approvisionnement global. Mais l'Ukraine poursuit également les attaques dans d'autres zones. Outre la raffinerie de Saratov, que nous venons de voir, il y a aussi de grands nuages de fumée noire et dense à la station de pompage de pétrole Lazarevo, dans la région de Kirov. Celle-ci a également été attaquée. L'objectif est clair. Il ne s'agit pas d'un coup spectaculaire, mais de faire pression sur tout le système d'approvisionnement, comme annoncé. La station fait partie du réseau de pipeline qui transporte le pétrole de Sibérie vers la Russie centrale et approvisionne surtout Moscou et la Biélorussie. Les effets sur les territoires occupés sont désormais plus visibles. Alors que la Russie doit mettre en place des patrouilles de défense aérienne et des mesures de protection supplémentaires le long de ses routes logistiques, l'Ukraine tente de plus en plus d'attaquer non seulement le front lui-même, mais aussi l'approvisionnement à l'arrière. La question n'est plus de savoir si des installations seront touchées, mais combien de ressources la Russie devra consacrer pour maintenir l'énergie et le ravitaillement fonctionnels. Des drones ukrainiens ont attaqué une base aérienne militaire à Taganrog dans la nuit du 29 au 30 mai, un véhicule de lancement pour un système Iskander ainsi que 2 avions Tu-142 auraient été touchés lors de l'attaque. En particulier, la perte des Tu-142 est assez remarquable. Ces avions, parmi les plus grands de l'aviation navale russe, servent surtout à la reconnaissance maritime et à la lutte anti-sous-marine. Il n'existe plus qu'un nombre relativement limité de ces avions. Un coup porté à un système Iskander est également douloureux pour la Russie. Les complexes de missiles mobiles, armes de précision majeures des forces russes, sont souvent utilisés pour frapper des cibles en Ukraine. Taganrog est aussi bien loin derrière le front. Cette attaque montre une fois de plus que l'Ukraine continue de développer ses capacités de frappe à longue portée et que même les installations militaires situées en profondeur à l'intérieur du territoire russe ne peuvent plus être considérées comme automatiquement sûres. Ce n'était pas la seule attaque près de Taganrog. Un impact sur une base pétrolière et un pétrolier de la flotte fantôme russe a aussi été confirmé. En une nuit, plusieurs objectifs stratégiques, dont l'armée de l'air, les troupes de missiles, l'infrastructure de carburant et la logistique maritime, ont été visés simultanément. Cela pose un nouveau problème à la Russie. Il ne s'agit plus seulement de protéger des sites militaires isolés, mais presque toute l'infrastructure sur des milliers de kilomètres de littoral maritime. D'ailleurs, Patrick se rend très souvent en Ukraine pour nous. Il livre les véhicules que nous avons pu acheter grâce à diverses collectes de dons. Et il faut bien que quelqu'un les amène dans la zone de guerre, et c'est Patrick qui le fait bénévolement. Et par le passé, il a toujours réalisé des documentaires très très intéressants sur la situation sur place, sur ce qu'il a vécu et sur les endroits par lesquels il est passé. Et vous pouvez à nouveau regarder tout cela. Je mets le lien vers le nouveau documentaire tout à la fin dans le générique, et aussi ici en haut dans la boîte d'infos pour le rapport de situation. N'hésitez pas à y jeter un œil. Si vous souhaitez lui laisser une petite contribution, il y a également un lien vers sa page GoFundMe sous sa vidéo. Je pense qu'il serait très heureux si certains membres de cette communauté, à laquelle il appartient aussi, allaient en jeter un œil à sa chaîne. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne et la Algo Crew. Un remerciement spécial à lieutenant-colonel Renike Siller, Dritish, Freddy et Mayrov Mayrofer. Nous sommes sans plus de 400 membres, c'est grâce à vous que la chaîne existe. Vous êtes aussi la raison pour laquelle il y a très peu de publicité sur cette chaîne, surtout comparé à d'autres. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement, cela aide tout autant la chaîne, et je dirais qu'on se retrouve pour le prochain point de situation.